Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce dimanche 7 août. La bande de Gaza bombardée pour le troisième jour consécutif par l'armée sioniste. Le bilan provisoire fait état de 41 morts, dont 15 enfants et 4 femmes, et plus de 300 blessés. L'enclave sous blocus est littéralement plongée dans le noir, l'unique centrale électrique ayant cessé de fonctionner. Les bombardements sur la bande de Gaza suscitent l'indignation internationale. Le Conseil de sécurité se réunit demain à huis clos sur les derniers développements. Et face à l'escalade sioniste, l'Égypte tente d'arracher une trêve humanitaire. Le Caire se propose en médiateur. Et puis nouvelle avancée dans le dialogue intermalien, l'ONU et l'Union africaine saluent l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Bonsoir à tous. Des frappes dites préventives pour justifier l'assassinat de femmes et d'enfants. C'est la dernière trouvaille de l'entité sioniste pour mener une nouvelle agression sur la bande de Gaza. L'enclave palestinienne, déjà sous blocus depuis plusieurs années, est théâtre d'horribles crimes et bombardée depuis vendredi. Le bilan provisoire fait état de plus de 40 morts, dont 15 enfants et 4 femmes, en plus de 311 blessés. Le point sur la situation avec Sohila Akilal. Il continue de pleuvoir des roquettes sur Gaza. Au troisième jour de l'agression sioniste, les frappes aériennes soutenues de ce qu'ils ont qualifié d'opération militaire obnaissante a déjà fait au moins 36 martyrs. Le nombre de blessés, lui, n'a pas cessé d'évoluer depuis vendredi. Pour l'heure, le bilan officiel fait état de 331 blessés. 2 leaders palestiniens ont péri dans ces raids sionistes. Il s'agit du commandant en chef Taysir al-Jabari, tué vendredi à Gaza, et Khaled Mansour, dont le djihad islamique a confirmé la mort survenue la nuit dernière lors d'une frappe sur Rafah. Face à l'agression sioniste barbare, la résistance palestinienne réplique. En représailles, des centaines de roquettes et obus de mortiers ont été tirés depuis la bande de Gaza vers les territoires occupés. Ce dimanche, une importante salve de roquettes a été lancée par les brigades Al-Quds. Elles disent avoir ciblé un rassemblement des forces d'occupation à l'est de la zone Black Arrow, à l'est de Jabalia, en plus d'un lancement de missiles. Les brigades Al-Quds, les brigades de la résistance palestinienne, les brigades des Moudjahidines et la brigade des martyrs Al-Aqsa ont annoncé la mise en œuvre d'opérations conjointes visant les colonies juives, notamment Al-Quds, avec un lancement de missiles. D'ailleurs, les alarmes d'avertissement ayant retenti tout au long de la journée, les images ont aussi montré la fuite des soldats sionistes face au retentissement des alarmes. Une pointe d'humour face à cette immense tragédie. Ce dimanche, le porte-parole militaire des brigades Al-Quds, Abu Hamza, a appelé tous les combattants de la résistance et de la liberté du peuple palestinien en Cisjordanie occupée et dans l'intérieur occupé à s'engager pour une intifada massive pour contrer l'ennemi sioniste. Dans le même temps, les bombardements sionistes sont menés en continu depuis vendredi, faisant de nouvelles victimes. Une énième agression au vu et au su du monde, dans l'impunité la plus totale. Et pendant que les frappes se poursuivent, des milliers de Palestiniens se sont rassemblés pour enterrer leurs martyrs, notamment pour les funérailles de Khaled Mansour à Rafah. Le commandement du djihad islamique aurait été visé par une frappe de l'armée sioniste. Parmi les 41 morts figurent 15 enfants, je vous le rappelle, et 4 femmes, selon le ministère palestinien de la Santé, alors que l'armée d'occupation sioniste affirme viser pourtant des membres des factions palestiniennes. Et pour témoigner de toute cette barbarie, nous avons avec nous Mahmoud Naïm Djibril, étudiant palestinien. Bonsoir. Alors, vous vivez comme des centaines de milliers de Palestiniens dans l'horreur. Comment vous la décrivez aujourd'hui ? Malheureusement, nous avons du mal à rejoindre l'étudiant palestinien. Nous tenterons de le faire dans un instant. Et devant le manque de moyens, les services hospitaliers sont forcés de s'adapter. Le personnel est dépassé.
Et les médicaments se font de plus en plus rares. Le docteur Ahmed Mahanna, directeur de l'hôpital universitaire UHWC. On travaille en commun accord avec le ministère palestinien de la Santé à travers une chambre d'opération commune. Il existe une grande coordination pour accueillir les blessés des raids israéliens dans la partie nord et centre de la bande de Gaza, où nous avons des annexes, des hôpitaux et des centres qui couvrent toutes les communes de Gaza. Et il existe cependant un grand manque dans le matériel paramédical, les médicaments, une défaillance qui a atteint les 50% dans les entrepôts du ministère de la Santé. En plus des victimes humaines, ces bombardements intensifs de l'armée sioniste causent d'importants dégâts matériels. On dénombre depuis vendredi 1500 habitations touchées et 16 mises à terre. Malheureusement, des maisons entières sont détruites avec leurs habitants à l'intérieur. Ce procédé a déjà été utilisé lors de la dernière agression en 2014. Il y a de nombreux blessés sous les décombres qui ont besoin d'être secourus, mais les moyens des secours nationaux sont très modestes pour pouvoir extraire les corps des victimes. Hélas, nous finissons par les perdre en raison de la lenteur des opérations. Et depuis Gaza, nous retrouvons en direct le professeur à l'université Al-Aqsa de Gaza, Ziad Meddour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à l'heure qu'il est, les bombardements sont-ils de la même intensité avec laquelle ils ont commencé? Écoutez, la situation est de plus en plus dramatique pour la population civile dans la bande de Gaza. Il est 21h10 dans la bande de Gaza. Oui. Ces dernières heures, les dernières 2 heures, il y a eu 9 martyrs, parmi eux 3 enfants, suite à des bombardements israéliens intensifs. On parle actuellement d'une trêve, mais pour le moment, la place pour les missiles, pour les bombes et pour les roquettes et les travaux de l'aviation militaire israélienne. Le bilan, jusqu'à maintenant, selon le ministère de la Santé, est 41 morts palestiniens, parmi eux 11 enfants et 7 femmes et plusieurs personnes âgées, donc la majorité civile, sans oublier 320 blessés avec la destruction massive, 20 maisons détruites totalement, 170 habitations civiles qui ont été touchées partiellement par ces bombardements intensifs, sans oublier une catastrophe humanitaire. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau depuis 3 jours avec la fermeture des points de passage qui est reliée à la bande de Gaza. Oui. Ziad Meddour, on le sait, les Palestiniens de Gaza sont souvent victimes de bombardements de l'armée sioniste. Quel est leur véritable motif cette fois-ci? Écoutez, c'est une provocation. Donc, les Israéliens, les sionistes n'ont pas besoin de prétexte. Oui. Toujours ils attaquent sur n'importe quel prétexte et toujours ils ont des justifications. Or, la réalité, que le vrai objectif israélien de sioniste, c'est briser la volonté de cette population civile. Pour rappel, cette population civile elle est en train de subir un blocus israélien inhumain depuis. Oui. Et quel est l'appel que vous pourriez lancer aujourd'hui à la communauté internationale pour en finir avec ces horreurs? Ziad Meddour, malheureusement, nous avons perdu Ziad Meddour, je rappelle qu'il est professeur à l'université Al-Aqsa de Gaza. La liaison est très difficile, je vous le rappelle, parce que la seule centrale électrique de l'enclave palestinienne est désormais à l'arrêt, faute de carburant. Et depuis le 14 juin 2017, le blocus imposé à la bande de Gaza est sans doute l'expression la plus barbare de la répression sioniste, faisant du quotidien de plus de 2 millions de Palestiniens, dont 70% sont des réfugiés de la Nakba de 1948, un véritable enfer, pas d'eau ni d'électricité. Même les besoins les plus rudimentaires pour la vie humaine sont soumis au blocus. Retour sur 15 ans d'injustice et d'exaction avec Tinhin Al-Makassi. La bande de Gaza, de nouveau sous la tyrannie de l'entité sioniste. Des bombardements qui ciblent l'ensemble de la population civile, n'épargnant même pas les enfants. Cette agression qui a commencé le 5 août 2022 n'est pas un cas isolé, puisque les exactions sont le quotidien des Palestiniens en général et de la bande de Gaza en particulier.
Les objectifs de l'entité sioniste sont le secret de Polichinelle le plus connu dans le monde. Il faut détruire la Palestine et ses résistances pour construire l'État sioniste. Et pour cela, les forces de l'occupant ne reculent devant rien, quitte à contredire le droit international, comme ce fut le cas en 2007, lorsque un blocus est imposé à la bande de Gaza. Un blocus qualifié par les historiens du plus sauvage de l'histoire contemporaine. Cette sauvagerie se dévoilera notamment en 2008, lors de l'opération nommée Durcis le Plan, faisant ainsi de plus de 2000 Palestiniens des martyrs et plus de 5000 autres seront blessés. Un bilan humanitaire lourd aux côtés de grosses pertes matérielles. Les politiques carcérales à grande échelle de l'entité sioniste sont telles que même les humanitaires deviennent des cibles à abattre. On se souviendra notamment de l'épisode tragique du 31 mai 2010 où plus d'une dizaine d'humanitaires trouvent la mort et une cinquantaine d'autres blessés par les forces de l'entité sioniste. Leur crime, essayer de lever le blocus sur la bande de Gaza. Bien que accusée à juste titre de crimes de guerre, l'entité sioniste n'est nullement inquiète et réitère ses agressions illégales et barbares contre les populations de Gaza. Depuis 2008, plus de 4 autres offensives du genre ont été menées par les forces de l'occupant à Gaza. Et je vous le disais, les hostilités ont déjà privé Gaza de son unique centrale électrique, plongeant l'enclave palestinienne dans l'obscurité, l'occupation palestinienne la privant de carburant. La centrale électrique cessera de fonctionner en raison d'une pénurie de carburant nécessaire à son fonctionnement. Elle a déjà été arrêtée. Ainsi, la compagnie d'électricité a perdu 60 MW que cette centrale fournissait. Actuellement, nous nous attendons à ce que le nombre d'heures d'approvisionnement en électricité diminue à 4 heures contre plus de 16 heures. Et les opérations militaires de l'armée sioniste laissent l'économie régionale de Gaza au bord de l'effondrement. Depuis 2007, le coût économique cumulé de l'occupation israélienne est estimé à 16,7 milliards de dollars, selon le dernier rapport de la CNUSED à l'Assemblée générale des Nations unies. Mohamed Wali Ben Shaban. Le blocus dans la bande de Gaza remonte à plus de 15 ans. Les escalades sauvages conduites par l'armée sioniste sur des civils palestiniens de Gaza se poursuivent. Cette tragédie est loin de connaître son épilogue. Le blocage des points de passage et l'interdiction de tout mouvement de personnes et de biens vers et depuis la bande de Gaza a durement affecté l'économie de la région. Les pertes économiques sont estimées à plus de 16 milliards de dollars. L'embargo principal est celui de l'État sioniste. Pour réparer les pertes économiques ou les limiter, il faut tout d'abord lever ce blocus dans tous les niveaux. Tant qu'il persiste, la situation reste inchangée. Aussi, il faut absolument réactiver les travaux des pays arabes en commun. Plusieurs mesures pourraient absorber les lacunes et carences sur les habitants de Gaza. La fermeture des passages frontaliers limite également les mouvements des 14 000 travailleurs et commerçants. Cela entraîne des pertes financières pour l'économie de Gaza, aggravant davantage les conditions humanitaires déjà fragiles. La question qui se pose est comment remettre la bande de Gaza sur la voie du développement. Gaza enregistre l'un des taux de chômage les plus élevés au monde. Plus de la moitié de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le coût annuel minimum pour sortir les gens de la pauvreté a quadruplé, passant de 209 millions à 838 millions de dollars. Selon le dernier rapport de la CNUSED à l'Assemblée générale des Nations unies, les coûts économiques de l'occupation sioniste pour le peuple palestinien sont estimés à 6 fois le PIB de Gaza en 2018. La situation en Palestine, nous en parlons encore avec cette fois le docteur François Deroche, président de l'ONG Justice et Droits sans frontières. Bonsoir. Bonsoir à vous, à vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous assistons impuissants encore une fois aujourd'hui à une énième violation du droit et de la légalité internationale. Comment peut-on aujourd'hui tolérer de tels actes ? Comment peut-on tolérer ? Personne ne peut tolérer ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Ce qui se passe est absolument dépasse l'entendement. Aujourd'hui, Israël, la Convention de Rome est très claire.
son article 7, Israël a commis des crimes contre l'humanité. Son article 8, Israël a commis des crimes de guerre. Son article 8 bis, Israël a commis une agression à l'égard des Palestiniens et à l'égard de la population palestinienne de la région. Donc aujourd'hui, et ce qui est absolument intéressant également, c'est que ces crimes ne sont pas prescriptibles, c'est-à-dire dans 100 ans, on pourrait traduire Israël devant les institutions internationales et devant les juridictions internationales. Ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, est très grave. Mais pourquoi comme ça? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un lobby sioniste qui est extrêmement présent dans pratiquement tous les États. Et aujourd'hui, le rôle des ONG qui défendent les droits de l'homme n'ont pratiquement aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Aujourd'hui, même les institutions des Nations Unies ne peuvent rien faire pour stopper Israël dans son délire et dans son agression. Aujourd'hui, ce qui se passe, et pourtant, les ONG font le nécessaire pour aller défendre les droits de l'homme devant le tribunal pénal international, la Cour pénale internationale, devant les institutions internationales, pour sanctionner Israël. Et aujourd'hui, paradoxalement, on est en train, regardez, il n'y a aucun pays arabe, aucun pays européen n'a présenté une plainte auprès des juridictions internationales, type CPI, type CEDH, pour aller sanctionner Israël. Et pourtant, tout le monde s'est précipité quand il y a une agression en Ukraine pour aller montrer des enfants qui sont morts, des familles qui sont déchirées. Mais aujourd'hui, en Israël, on ne montre pas ça. On ne montre pas toutes ces familles palestiniennes qui ont été attaquées alors qu'ils se sont des civils. Et justement, Monsieur Deroche, vous faites bien d'évoquer le conflit russo-ukrainien aujourd'hui. Pourquoi ne recourt-on pas à des sanctions économiques, par exemple, à l'encontre de l'entité sioniste? Pourtant, on n'hésite pas à recourir à de telles pratiques et de façon arbitraire, on l'a vu, contre la Russie ou encore l'Iran. Effectivement, d'ailleurs, rappelez-vous, le président Trump, justement avant de partir, il a sanctionné les juges de la CPI, et notamment Fatou Bensouda, maintenant qui ne peut même pas mettre le pied sur le sol américain, parce qu'il n'était pas content des décisions de la CPI, parce que la CPI a accepté d'enregistrer la Palestine comme État membre le 5 février 2021. Donc aujourd'hui, effectivement, les rôles se sont bouleversés. Aujourd'hui, ce sont les ONG qui demandent à ce que les États soient sanctionnés pour leur dépassement, pour leur violation du droit international. Et de l'autre côté, on a des pays comme les États-Unis, comme d'autres pays qui appellent à l'apaisement. Normalement, c'est le rôle des ONG d'appeler à l'apaisement. Et en dernier lieu, c'est quand même important de voir ce qui s'est passé en Ukraine. En Ukraine, effectivement, il y a une agression. Cette agression, d'ailleurs, le rapport des Nations Unies, d'Amnesty International, il remet les choses à leur propre niveau et montre que c'est une mascarade malgré tout, malgré l'agression, malgré ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on voit ce qui est dit dans les télévisions occidentales n'est pas en réalité ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, pourquoi Israël n'est pas sanctionné? Parce qu'il y a un lobby sioniste qui est extrêmement présent, politiquement, économiquement. C'est la seule raison, selon vous, Monsieur Deroche? Un lobby capable de faire taire le monde, au final. C'est dramatique, c'est absolument scandaleux, mais malheureusement, c'est la réalité. Aujourd'hui, on a même des associations de défense des droits de Palestiniens qui sont financées par, justement, ces lobbies sionistes, avec une seule ligne rouge, ne pas parler de la résistance armée, pourquoi aujourd'hui des États... On appelle les Ukrainiens à prendre les armes pour se défendre. Et pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui dit voilà, il faut que les Palestiniens prennent les armes pour se défendre parce qu'ils sont agressés, il est considéré comme appelant à la haine. On les traite comme terroristes. Et des terroristes. La résistance palestinienne est aujourd'hui considérée comme terroriste. Mais il ne faut pas oublier que la définition du terrorisme, c'est une définition politique. Regardez, Général de Gaulle, il était considéré comme terroriste pour les Allemands, mais il était héros et résistant pour les Français. Donc ça dépend dans quel côté vous vous placez pour définir le terrorisme. Et ça, c'est absolument scandaleux, parce qu'aujourd'hui, il faut absolument remettre la justice et l'égalité, parce que sans justice, on ne peut pas avancer. Sans justice, on ne peut pas construire la paix, et sans justice,
le monde risquerait de connaître le chaos. Aujourd'hui, Monsieur Deroche, l'Égypte tente d'arracher une trêve. Cela suffira-t-il, selon vous, pour faire taire les armes une fois pour toutes? Écoutez, pour le défenseur des droits de l'homme que je suis, quand je vois que quelque part, parce que le général Sissi n'est pas tout blanc, avec tout le respect que je dois à l'autorité, mais aujourd'hui, quand on voit un général qui a fait un pouvoir, un coup d'État, qui a pris le pouvoir, aujourd'hui, il prend la casquette de défenseur des droits de l'homme et il veut un peu rabibocher les Israéliens avec les Palestiniens. Tout ça n'est qu'une mascarade. Et aujourd'hui, on parle de la Palestine, Monsieur Deroche, et du rôle, notamment de la médiation égyptienne. Est-ce que la médiation égyptienne pourrait-elle faire avancer les choses? Écoutez, toute personne qui fait taire les armes, moi je l'applaudis. Toute personne qui fait avancer la paix, moi je l'applaudis. Toute personne qui fait avancer les droits de l'homme, moi je l'applaudis. Il faut continuer dans ce chemin, mais vous croyez, qui va croire que la paix s'est installée? On va attendre encore quelques mois, et dans quelques mois, on va assister exactement à la même chose, parce qu'Israël, donnez-moi une seule décision des Nations Unies qui a été respectée par Israël. Jamais Israël ne reconnaît pas d'ailleurs la justice internationale, ne reconnaît pas le droit international. D'ailleurs, si elle était un pays démocratique et respectant le droit, et qu'elle commence par respecter les décisions du droit international. Monsieur François Deroche, je vous remercie pour votre intervention. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes président de l'ONG Justice et Droit sans frontières. Alors ces bombardements d'une rare violence ont suscité de nombreuses réactions. Certains pays se disent inquiets et appellent à la retenue, à l'instar de la Russie qui se dit inquiète, ou encore la République d'Iran qui fait savoir qu'elle continuerait d'apporter son aide à la résistance palestinienne. Karim Bouaziz. Flagrante disproportion des affrontements, ce qui devrait de prime abord modérer le relativisme de certains qui mettent les deux belligérants palestiniens et sionistes sur le même piédestal. Des frappes aériennes d'une rare violence après ceux de la guerre de 2021 qui avaient fait 260 morts palestiniens contre l'enclave de Gaza sous blocus depuis 2007. De leur côté, les milices palestiniennes réagissent comme elles peuvent. La Palestine ou le martyre permanent. Pour cette nouvelle croisade, la communauté internationale n'a pas tardé à réagir. Le comité international de la Croix-Rouge, par exemple, dans les territoires occupés, s'est dit inquiet par la surenchère des agressions des forces d'occupation sionistes contre les Palestiniens. Le comité en appelle toutes les parties à respecter leur engagement en vertu du droit international et humanitaire. La colonisation effrénée perpétue pourtant sa rage aveugle. Or, la persécution collective est un crime contre l'humanité, selon les statuts de Rome et la Cour internationale. Human Rights Watch conclut souvent que l'entité sioniste commet des crimes contre l'humanité. Image tristement banale qui renvoie les accords d'Oslo au calendrier grec. La Russie a pour sa part réagi hier en se disant préoccupée du niveau de tension dans la bande de Gaza, tout en appelant toutes les parties à la retenue. Retenue est le mot usité également par l'Union européenne dans la bouche du porte-parole du chef de la diplomatie, Joseph Borrell, tout en penchant un tantinet vers la sécurité de l'hydre sioniste. La politique sioniste est pourtant claire dans les territoires occupés. Maintenir les privilèges des Juifs au détriment de Palestiniens avec la confiscation massive de terres et le déni du droit de résidence. S'ajoute également le bombardement de populations civiles comme ce qui a cours actuellement. Des faits que ne peut ignorer la communauté internationale qui seule peut endiguer la politique d'apartheid sioniste et pourtant celle-ci préfère regarder ailleurs. Et pour témoigner de toute cette barbarie, nous avons avec nous Mahmoud Naïm Djibril, étudiant palestinien que nous avons tenté de joindre au début de ce journal. Bonsoir. Alors, vous vivez comme des centaines de milliers de Palestiniens dans l'horreur. Comment est-ce que vous la décrivez aujourd'hui ? مساء النور صديقي. الحمد لله الأوضاع إن شاء الله أنها تكون بخير. حاليا في عدوان إسرائيلي، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في قصف المدنيين، قصف الشوارع، قصف الأراضي، قصف كل مكان. لا يوجد مكان خالي في قطاع غزة حاليا، وندعو الله أنه يكون في زي ما بسموها هدنة أو يكون في إيقاف لإطلاق النار والصواريخ على قطاع غزة.
هناك العديد من الخسائر البشرية، أرواح الشهداء وخسائر مالية، كما هناك أيضا خسائر في نفسية المواطنين في قطاع غزة. هناك يوجد أكثر من 20 شهيد، من ضمنهم أطفال رضع وأطفال كانوا يلعبون في الشوارع وتم قصفهم من قبل طائرات الاحتلال. وهناك أيضا العديد أو عشرات الجرحى والمصابين جراء هذا القصف. وهناك أيضا العديد من البيوت للمواطنين تم استهدافها وتدميرها، وكما تم استهداف أبراج سكنية بالكامل أو أجزاء من أبراج سكنية تم قصفها وتدميرها. ويتم قصف مناطق الوسطى في قطاع غزة ومناطق الجنوب في قطاع غزة، ولكن التركيز هذه الأيام أو في اليومين التاليين على منطقة الشمال ومنطقة الجنوب، حيث تم استهداف العديد من الأطفال واستهداف البيوت المواطنين الآمنين في بيوتهم في الشمال وفي الجنوب. وهناك أيضا مجازر. Mahmoud Naïm Djibril, pourquoi cet acharnement aujourd'hui contre les civils de la bande de Gaza en particulier? استهداف المواطنين في قطاع غزة ليس له أي مبرر للاحتلال الإسرائيلي، إنما هو يقوم بهذه الجرائم لتهجير وتخويف المواطن الفلسطيني وتهجيره من أرضه. ونحن نقول للاحتلال الغاشم، الاحتلال الصهيوني، نحن هنا باقون، هنا باقون، هنا باقون. Voilà, c'était Mahmoud Naïm Djibril, étudiant palestinien. Et pour Boubacar Sila, militant panafricain sénégalais, l'agression contre Gaza est une forfaiture. La communauté internationale a pour devoir de réunir les deux parties afin de trouver une solution, car il ne s'agit nullement d'une guerre de religion, mais d'occupation. Il dénonce le silence de la communauté internationale et la sauvagerie de l'antité-sioniste. Ce qui se passe sur cette bande de Gaza avec les attaques notées depuis le vendredi est tout simplement une forfaiture. Et je suis au regret de prédire qu'elle ne sera pas la dernière. Pour la bonne et simple raison que la communauté internationale semble livrer à l'État d'Israël une carte blanche pour imposer sa force et pour dicter sa loi sur le peuple innocent, sur des enfants palestiniens. Je rappelle qu'il s'agit d'une affaire d'État. Ils ont tort tous ceux qui considèrent qu'il s'agit d'une guerre de religion. Non, il s'agit d'une affaire d'État. Donc la communauté internationale, les Nations Unies, devraient avoir le courage quand même d'inviter les deux États autour d'une même table pour proposer la solution, l'historique solution, la solution à deux États. Et je vous disais en titre, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se pencher sur les développements à Gaza demain lors d'une session à huis clos. Les Émirats arabes unis, en leur qualité de membres arabes du Conseil de sécurité, ont annoncé que 5 pays, dont la Chine et la France, avaient soumis une demande pour tenir cette session. En évoquant les efforts en vue d'arrêter l'effusion de sang, l'Égypte s'efforce d'établir une médiation. Le Caire tente d'arracher une trêve humanitaire. Sofiane Barodi. L'agression sioniste contre la bande de Gaza se poursuit avec la même sauvagerie. La résistance palestinienne, pour sa part, continue de riposter aux raids aériens par des salves de roquettes ciblant plusieurs points. La médiation égyptienne paraît être arrivée à faire accepter aux différentes parties et surtout aux assaillants le principe d'une trêve humanitaire. À ce propos, plusieurs médias indiquent que l'Égypte publiera vraisemblablement une déclaration sur un cessez-le-feu comprenant un accord. La partie égyptienne devrait aussi s'engager à garantir le respect de cet accord et à poursuivre les efforts de suivi de la médiation, principalement autour de 2 points. L'allègement du blocus infligé à la bande de Gaza et la libération de certains prisonniers politiques palestiniens incarcérés dans les geôles sionistes. Toutefois, pour le moment, la déclaration de trêve n'est pas encore effective. La direction du djihad islamique exige du Caire des garanties sur une désescalade ainsi que sur le dossier des prisonniers politiques avant tout engagement pour un cessez-le-feu. Pour sa part, le Premier ministre de l'État hébreu annonce que les objectifs de cette agression contre Gaza ont été atteints.
Pour rappel, cette offensive meurtrière lancée vendredi a fait un bilan lourd en vies humaines, en majorité des civils, mais a également occasionné l'assassinat ciblé de plusieurs dirigeants politico-militaires du djihad islamique. La politique de terreur sioniste continue donc à travers l'élimination de sang-froid de dirigeants de la résistance à Gaza sous blocus, comme en Cisjordanie occupée. Les réactions d'indignation se multiplient à travers le monde. Pour rappel, plusieurs pays arabes, dont l'Algérie, la Tunisie et l'Arabie saoudite, ont condamné fermement cette agression et ont appelé la communauté internationale à prendre ses responsabilités en vertu de la légalité, en dotant le peuple palestinien d'instruments de protection contre les agressions récurrentes des forces d'occupation, ainsi qu'en consacrant les droits légitimes du peuple palestinien, en stoppant les assassinats de civils et en imposant le respect des lieux saints. Et ces derniers raids se tiennent à un moment où d'importants efforts sont menés en vue de sortir la cause palestinienne de l'impasse, à l'instar du sommet de la Ligue arabe qu'abritera l'Algérie le 1er novembre prochain. Ce Houssam Aboulaoula, journaliste égyptien. En vérité, l'État algérien joue un grand rôle pour remettre à l'ordre du jour les grands dossiers arabes. Il n'est de secret pour personne que la question palestinienne a connu un grand recul et n'occupe plus la une du paysage politique arabe en raison de l'émergence de plusieurs crises libyennes, syriennes ou encore yéménites. Mais elle restera la principale cause dans le cœur de chaque citoyen arabe. Nous mettons beaucoup d'espoir sur ce sommet de la Ligue arabe à Alger pour remettre la cause palestinienne au premier plan des préoccupations. Et pour accentuer davantage la pression, les colons sionistes ne reculent pas devant la tentation de provoquer davantage les Palestiniens. Aujourd'hui, des centaines de colons se sont rendus dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Al-Quds occupée. Voilà donc pour ce dossier consacré au dernier développement à la Palestine et en particulier à la bande de Gaza. Dans l'actualité également, le chef de la diplomatie malienne a été reçu ce dimanche à Alger par son homologue algérien Ramtana Mamra. Les deux ministres des Affaires étrangères se sont entretenus 2 heures durant. L'Algérie a invité notamment les parties maliennes à l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger pour recouvrer enfin la paix et la stabilité. Et en parlant de cet accord, la deuxième édition de la réunion de haut niveau décisionnel des parties à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali a clôturé ses travaux à Bamako par l'adoption d'un communiqué sanctionnant 5 jours d'intense dialogue entre les parties signataires de l'accord issu du processus d'Alger. Cet accord reste aujourd'hui l'une des meilleures options pour les Maliens. Il met en évidence les efforts de la diplomatie algérienne pour la stabilité régionale. Amin Touta. L'engagement et l'esprit de compromis dont vous avez fait montre. 7 ans après sa ratification, l'accord de paix d'Alger pour la réconciliation au Mali a nouveau remis sur la table suite à la tenue de la 2e édition de la réunion de haut niveau décisionnel des parties à l'accord pour la paix qui a achevé ses travaux vendredi dans la capitale malienne Bamako. En présence du Premier ministre malien Choguel Maïga et dont les parties concernées ont réitéré leur attachement au processus d'Alger. Un processus qui a démontré une fois de plus une diplomatie algérienne crédible et fiable dans sa médiation, œuvrant pour la sécurité et la stabilité dans la région dans le cadre de la légitimité internationale et de la préservation des intérêts des peuples fondés sur le principe de la non-ingérence dans les affaires internes. D'autre part, l'Union africaine et les Nations unies se sont félicitées de la conclusion réussie des rencontres dans le cadre de la médiation internationale conduite par l'Algérie, afin de porter à terme le processus de paix, notamment pour ce qui est du consensus sur lequel les parties se sont mises d'accord pour l'intégration de 26 000 ex-combattants au sein des forces armées et de défense et d'autres services de l'État, ainsi que les réformes institutionnelles non liées à la révision de la Constitution. La diplomatie algérienne, on en parle encore. La crise diplomatique entre l'Algérie et l'Espagne pèse de tout son poids sur l'économie ibérique. Depuis la décision prise par Alger de suspendre les opérations commerciales
hors hydrocarbures dans certaines régions de l'Espagne. Les pertes s'accumulent et l'été 2022 rime avec baisse du chiffre d'affaires à l'export. C'est le cas pour le secteur de la céramique et du tourisme à Valence. Les détails avec Kherdin Patache. 25 millions d'euros de pertes en à peine 50 jours. Les opérateurs économiques espagnols du secteur de la céramique tirent la sonnette d'alarme. La suspension du commerce extérieur entre l'Algérie et l'Espagne pèse lourd sur la trésorerie des entreprises de la communauté de Valence, car Alger n'est autre que la deuxième destination de Madrid en termes d'exportation de céramique. Ce sont là les conclusions de l'Association nationale espagnole de producteurs de céramique et dérivés, ANFEC. Par la voix de son président Fernando Fabra, l'ANFEC a déclaré que les entreprises du secteur auront beaucoup de mal à boucler les 120 millions d'euros de chiffre d'affaires prévus pour l'année 2022 en ce qui concerne le marché algérien. Cette inquiétude quant aux conséquences économiques du volte-face politique du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, dont le dossier du Sahara occidental s'étend également au secteur du tourisme dans la région de Valence. Une activité qui rapporte gros à l'Espagne en général et à certaines villes de la communauté de Valence en particulier, à en croire les médias locaux. Selon le quotidien El Mundo, ils étaient plus de 330 000 Algériens à avoir visité l'Espagne en 2019. Une clientèle qui plus est qualifiée de solvable par les professionnels du tourisme. Durant l'été 2022, l'Association des entreprises hôtelières et touristiques de la communauté de Valence estime à 0 le nombre de réservations ciblant l'aéroport d'Alicante depuis l'Algérie, alors qu'il dépassait les 20 000 sièges en 2019. Voilà, et un mot de sport pour terminer, direction la Colombie où se tiennent les championnats du monde d'athlétisme des moins de 20 ans. La sélection algérienne a réalisé un exploit hier soir à Cali en parvenant pour la première fois de son histoire à glaner 2 médailles lors de la 2e édition. En 2022, les Algériens sont les spécialistes du 800 mètres. Après la médaille d'argent de Sedjati chez les seniors, c'est au tour de Haitham Chenitef à Cali. La 2e médaille d'argent algérienne a été signée Smaïl Ben Hamouda sur le 10 km marche. Voilà, et c'était la dernière information de ce journal consacré quasi entièrement aux derniers développements qui se tiennent dans la bande de Gaza. Le dernier bilan, avant de nous quitter, je vous le rappelle, il fait état de 43 morts, dont 15 enfants et 4 femmes. Vous pouvez retrouver ce programme en visitant le site internet d'Al24 News et en vous rendant sur les différents réseaux sociaux de la chaîne. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée.